Bonjour à tous et bienvenue sur Copo & Co. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière, on ne va pas seulement parler de bois. En fait, on va même pas en parler beaucoup. Mais cet été, j'ai fait un petit peu des chantiers d'été. Et je vous propose de partager avec vous mon expérience de jointage de façade. Donc, aujourd'hui, on va parler un petit peu de ça, de ça, de ça aussi, et surtout de tout ça. Allez, c'est parti, nouvelle vidéo Copo & Co. Alors, la matière première, en fait, c'est du sable. C'est tout bête. C'est du sable 0,2. C'est du sable qui est assez fin, vous voyez. C'est vraiment de la granulométrie qui est relativement fine. Alors, la première astuce que je peux vous conseiller, si vous n'avez pas d'autre choix, allez dans des grandes surfaces de bricolage, il n'y a pas de problème. En ce qui nous concerne, on avait besoin de plusieurs mètres cubes. Et en fait, on s'est mis en tête d'appeler des carrières ou des grossistes en matériaux qui étaient dans les parages, mais principalement des carrières. Et en fait, ces carrières-là, elles peuvent vous proposer pas mal de choses. Du sable en 0,2, en 2,4, ils peuvent aussi vous proposer des graviers, etc. Du mélange déjà tout prêt. Et nous, on s'est rendu compte que ça divisait quasiment par deux, je crois, de mémoire, le coût du sable à l'achat. Alors, il y a des endroits, on va vous mettre ça au mètre cube. D'autres endroits, on va vous mettre ça au kilo. Donc vous venez avec votre remorque, vous pesez votre véhicule au début et à la sortie, et puis vous payez la différence. Et ces endroits-là sont plutôt sympas parce que d'habitude, ils vous chargent même directement votre véhicule avec leurs engins. Alors, quand les véhicules sont en panne, il faut charger avec la pelle. Mais du coup, c'est super rentable. Et du coup, nous, c'est vraiment la solution qu'on a adoptée. On s'est rendu compte même que c'était pas plus loin que notre grande surface de bricolage habituelle. Donc on a eu vraiment un gain réel. Et si vous étalez votre chantier sur plusieurs temps, l'idéal quand même c'est de prendre toujours le sable au même endroit de façon à éviter les variations de couleur dans vos joints. Parce que si vous le prenez dans une grande surface de bricolage et puis que le mois d'après vous en refaites et vous le prenez dans une autre grande surface de bricolage, en fait les joints vont certainement avoir des différences. Et si c'est sur une façade, ça ne sera pas tout à fait uniforme. Donc voilà, n'hésitez pas à passer des coups de fil pour savoir les tarifs, parce que vous verrez, il y a vraiment une différence tout à fait notable. Donc le premier ingrédient, du sable en 0,2. Je vous emmène au second. Donc le second ingrédient qu'on a utilisé, qui est vraiment lui aussi tout simple et très peu coûteux, c'est de la chaux hydraulique. La chaux hydraulique, on l'a utilisée exclusivement pour les murs extérieurs. Par contre, quand on a fait nos murs intérieurs, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris de la chaux éteinte. Voilà, on s'était renseigné un petit peu sur les forums, les gens qui faisaient aussi des retours d'expérience. Et visiblement, la chaux éteinte est plus adaptée pour l'intérieur et la chaux hydraulique pour l'extérieur. Donc, nous, c'est ce qu'on a fait. Vous voyez, on en avait même prévu un petit peu trop, on n'aura plus qu'à le ramener. C'est toujours difficile de quantifier la quantité de matériaux dont on va avoir besoin, parce que suivant la profondeur des joints, suivant la forme des pierres, leur taille, on peut consommer très peu ou énormément. Donc voilà, nous on part toujours du principe qu'on en prend un peu plus. Et puis s'il nous en reste, on ramène. Il faut voir avec le magasin les conditions de retour. Mais souvent ça rend service, en tout cas ça rend toujours plus service que de faire l'aller-retour dans la journée, pile poil le jour où on termine parce qu'il nous manque un ou deux sacs. Et voilà. Donc du sable, la chaux. Et le dernier ingrédient, vous en doutez certainement, c'est de l'eau. Tout simplement de l'eau du robinet. Donc, comme je vous le disais, vous avez aussi possibilité d'acheter des enduits qui sont souvent colorés pour juste avoir l'enduit à mélanger avec de l'eau. Mais au final, c'est très coûteux et c'est pas forcément... Il faut juste que ça soit à votre goût. Et vous allez voir, en fait, le mélange est très simple à réaliser. C'est vrai que l'enduit, on ouvre le sac, on verse, on met de l'eau et il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose à quantifier. Mais en fait, quand on... Je laisse passer la remorque. Quand on mélange la chaux et le sable, c'est relativement simple en dosage. Je me remets devant le mur et je vous explique ça. Vous avez vu un petit peu le mur extérieur, donc je vous emmène un petit peu à l'intérieur aussi pour comparer. Donc je vous disais, le mélange est super simple. En fait, les quantités, elles sont très faciles à retenir. Vous allez mettre 3 doses de sable pour 1 dose de chaux. Alors, votre dose, ça peut être un seau de maçon, ça peut être un seau de peinture en ferraille, peu importe. En fait, il faut qu'il y ait 3 fois plus de sable que de chaux. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a utilisé. Donc ces 4 doses, on les a mises dans une bétonnière ordinaire et c'était largement suffisant. Après, vous pouvez mettre des seaux plus petits et mettre 6 seaux de sable et 2 seaux de chaux. En fait, vous faites à votre convenance.
Mais nous, c'était un rythme qui nous convenait pas mal, c'est-à-dire que pendant qu'il y avait une bétonnière qui tournait, eh ben, j'étalais l'autre sur le mur. Et ça, c'est important parce qu'en fait, plus le mélange il tourne, plus on a remarqué qu'il était en quelque sorte onctueux, qu'il était facile à appliquer. Et donc, c'est pas mal d'avoir un mélange qui tourne assez longtemps. C'est pour ça que ce que je vous conseille de faire, en fait, c'est de, pendant que vous appliquez une bétonnière, eh ben, c'est d'en faire tourner une autre. Comme ça, le mélange se malaxe et devient vraiment homogène. Pareil, nous on a été confrontés à une petite erreur de débutant, c'est qu'il nous restait un fond de sac de chaux, et comme beaucoup, on n'aime pas trop jeter, et donc on l'a mis dans notre premier mélange. Sauf que ce fond de sac de chaux, eh ben, il y avait des grumeaux à l'intérieur. Et les grumeaux, malgré un mélange assez long, eh ben, ils ne se sont jamais vraiment dispersés, ce qui fait qu'après, quand on a fait nos joints, il est resté des grumeaux de chaux qui étaient visibles entre les pierres. Donc je vous conseille vraiment de prendre des sacs en bon état avec des mélanges qui ne soient pas déjà agglomérés, parce que ça a vraiment du mal à se casser après. Donc voilà, une fois que vous avez lancé une bétonnière, donc bien sûr il y a la quantité d'eau qui est à ajuster. C'est difficile de vous dire de mettre un seau d'eau ou un demi-seau d'eau, enfin c'est très compliqué, tout simplement déjà parce que votre sable, selon l'endroit où il va être stocké, selon la pluie, etc., eh ben, il va se charger plus ou moins en humidité. C'est vrai que nous un matin on a fait un mélange, il avait plu pendant la nuit, et on a mis notre quantité d'eau habituelle et on s'est vite rendu compte que le mélange il était beaucoup trop mouillé. Donc en fait il faut vraiment adapter ça en fonction de votre sable déjà. Donc vous mettez un petit peu d'eau, et dès lors que vous voyez qu'à l'intérieur de votre bétonnière, le mélange il commence en tournant à se décoller des parois et à s'affaisser au fond de la bétonnière en faisant un énorme splooch, eh ben, c'est que vous avez un mélange qui est suffisant. Si vous mettez moins d'eau, ben, ça ne sera pas assez collant. Si vous en mettez trop, ça sera trop liquide. Et du coup sur votre mur, ça ne sera pas du tout pratique. Donc vous mettez de l'eau suffisamment pour que ça se décolle des parois de la bétonnière et que ça fasse un gros splooch à chaque fois en s'écrasant, arriver à mi-chemin du cercle. Donc voilà, donc ça c'est pour le mélange. Ensuite, l'application. Alors, je vais déjà vous parler niveau protection, parce qu'il y a de la chaux. Donc c'est quand même des choses qu'il ne faut pas trop toucher, parce que c'est pas terrible pour la peau, ça a tendance un petit peu à faire des petits trous. Donc moi ce que j'avais utilisé pendant les premiers chantiers, c'était des gants de cuisine, des gants spécial vaisselle, travaux ménagers, vous savez, un petit peu pour les produits d'entretien, des gants MAPA, qui montent jusque là en plastique. Et à ma foi ça protège assez bien, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui rentre. Par contre on a tendance vraiment à énormément transpirer dedans et du coup avoir de la sueur qui coule le long du bras dès qu'on lève un petit peu les bras, et dès qu'il y a un petit peu de chaud qui est volatile, eh ben, ça va faire un mélange qui n'est pas terrible. Et dernièrement j'ai trouvé des gants spécial maçonnerie dans une enseigne de bricolage qui donc était relativement résistant sur l'extérieur. Je dis relativement parce qu'ils n'ont même pas tenu 2 jours, donc c'est vraiment du consommable quoi, bien plus que les gants de cuisine. Et du coup dans lesquels on transpire beaucoup moins, ce qui fait que c'est beaucoup plus agréable, on n'a pas l'impression d'avoir les mains qui sortent du bain dès qu'on a fait 1 heure de jointage. Donc vraiment les gants, super important. Bien sûr vous mettez des chaussures, éventuellement surtout des pantalons, même s'il fait chaud, parce que voilà, ça évite d'avoir des projections. Un t-shirt avec un col bien fermé, parce que pour l'avoir testé, en fait, quand on travaille un petit peu en hauteur, eh ben, ça arrive que l'enduit tombe. Et c'est vrai que si on a un col qui est relativement près du cou, ça évite que ça tombe un peu partout. Et vraiment, je vous promets, c'est du confort. Parce que quand on a les gants qui sont pleins d'enduit, on n'a pas envie d'aller chercher le petit grain d'enduit qui s'est glissé. Donc voilà, des vêtements près du corps qui protègent bien la peau et avec des gants. Ce que je peux vous conseiller aussi, si vous avez la possibilité et en fonction de la hauteur de mur que vous avez, c'est d'utiliser du coup un échafaudage, parce que c'est vrai qu'en termes de confort c'est vachement pratique. On peut poser la gamate au pied, voilà, on peut se déplacer, faire une longueur, c'est vraiment plus agréable et sécurisant qu'une échelle, parce que entre se tenir la gamate, appliquer l'enduit, etc. Bon, il y a des spécialistes qui le font, mais bon, moi je préfère pas m'y risquer. Donc voilà, dans la mesure du possible, vous vous équipez bien, vous vous protégez bien et vous êtes sur une surface stable et sécurisée, quoi. L'application. On va passer à l'application. Alors, je sais qu'il y a des gens qui font ça à la spatule, là, comme ça. C'est magnifique. C'est un peu comme les gens qui font des queues d'aronde sans rien mesurer. Ça m'épate, mais moi j'arrive pas. Donc, ce qu'on a fait depuis nos 3 ans, sur ce mur-là, sur tous les murs extérieurs, eh ben, c'est qu'on a fait ça à la main. C'est-à-dire qu'on a notre gamate au sol. On a alors je ne sais pas tellement le terme, vous allez certainement me le dire dans les commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter, partager vos expériences et à vous abonner, comme ça vous aurez les prochaines vidéos. Donc on a une espèce de planche, vous savez, qu'on tient avec une poignée en dessous où on met notre mélange. Et donc avec la main, on prend le mélange
et on appuie entre les joints. Alors, il faut savoir que le mur, auparavant, il aura été préparé. En ce qui nous concerne, on avait du coup piqué tous les murs pour enlever l'enduit précédent, donc au perforateur, au marteau burineur, c'était très bien. Et vu que c'était des pierres calcaires, eh ben, on a passé tout aussi à la sableuse. Je ne saurais trop vous recommander de faire ça uniquement quand c'est une surface non habitée, parce que ça fout une poussière de tous les diables. Donc voilà, on a nettoyé les joints, et ensuite on a passé tout à la sableuse. Et une fois que tout ça a été fait, bien nettoyé avec de l'eau, etc., pour que les joints soient propres, et bien, donc on a pris notre enduit et on a appliqué ça entre les pierres. Alors, et c'est là que j'ai développé un petit coup de main au fil des années, je me suis rendu compte qu'en appliquant vraiment avec la paume de la main, vous voyez, en faisant vraiment glisser l'enduit avec la paume de la main entre les pierres, et bien, ça permettait vraiment de l'enfoncer au maximum entre les pierres, et surtout de suivre la courbe des pierres, parce que nous, vous voyez, les joints qu'on a fait, ils ont tendance à être à peu près du même niveau que les arêtes des pierres. C'est pas des joints creusés, c'est pas des joints bombés, c'est des joints à peu près plats. Et c'est vrai que le fait de faire ça avec la paume de la main, eh ben, ça permet de suivre un petit peu le relief. Et surtout, ça permet d'en enfoncer une bonne partie. Voilà, on en reprend, on enfonce, on en reprend, on enfonce. Je vous dis ça parce que vous voyez ici, les joints sont relativement larges. Mais je vous ferai voir tout à l'heure, sur les murs extérieurs par exemple, il y a des murs où les pierres sont très rapprochées, les joints sont très rapprochés, et du coup cette technique-là permet de bourrer tous les joints, donc c'est vraiment pas mal. Donc voilà, donc on bourre. Il ne faut pas croire que quand on bourre, c'est tout de suite nickel sur les pierres comme ça. Vous allez en mettre à peu près partout, c'est évident. Par contre, l'idée, c'est d'en mettre le moins possible sur les pierres. C'est-à-dire qu'autant il faut bourrer les joints, autant il ne faut pas recouvrir les pierres n'importe comment, parce que tout ce que vous allez mettre en trop, eh ben, c'est du coup de l'enduit qui va vous manquer pour jointer le mur après, et c'est de l'enduit qu'il va vous falloir enlever lorsqu'on va brosser et mettre à propre les joints. Donc au mieux, on se contente d'en mettre dans les joints et de ne pas trop salir les pierres, et mieux ce sera. Elles seront forcément sales, il faudra les brosser dans un second temps, mais il faut tâcher de s'appliquer quand on fait ça. Donc ça, c'est vraiment, vous voyez, très simple. On prend dans la main, bien sûr, on met la plaque en dessous, la petite planche en dessous pour éviter que ça tombe dessus, enfin que ça tombe par terre, comme ça on peut récupérer l'enduit. Et puis voilà, c'est aussi simple que ça. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir un gros coup de main, il suffit juste d'avoir une paume de main. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous emmener faire voir mes super copines pour faire voir le brossage. Parce qu'une fois que le joint est enduit, il est assez dégueulasse, on ne va pas se le cacher. Et donc, il faut nettoyer les joints. Donc je vous emmène faire voir mes collaboratrices. Pendant que je vais chercher mes collaboratrices, ça vous intéresserait peut-être de voir un petit time-lapse que j'ai fait du jointage de ma façade. Il n'y en a pas pour longtemps. Je vous mets ça et on se retrouve juste après. Alors mes copines, ce sont elles. Alors ça n'a pas toujours été elles, parce qu'au début, lorsqu'on a fait nos joints, j'ai fait un petit peu comme vous le faites peut-être actuellement. J'ai regardé des vidéos, des blogs, des choses comme ça, de gens qui avaient déjà jointé des murs, pour voir comment ils avaient fait. Et en fait, on avait retenu l'idée de brosser, une fois qu'ils étaient secs, les joints avec des brosses métalliques. Vous savez, ces petites brosses relativement fines à l'extrémité avec un manche en plastique, qui ont des poils vraiment très raides. En fait, l'idée, c'était d'attendre que les joints soient secs, pour les brosser avec une brosse métallique. C'était relativement efficace, mais je ne vais pas vous cacher que c'était très éreintant, parce qu'il fallait attendre que ce soit bien sec pour pouvoir tout brosser, ce qui fait qu'on passait des heures déjà à attendre que ce soit sec, et puis après on passait des heures à brosser, parce qu'il fallait vraiment arquiner comme pas possible, et en plus c'était relativement douloureux à la fin du fin, parce qu'on serrait très fort une petite pince, enfin une petite brosse pendant très longtemps, et moi j'avais des tendinites qui apparaissaient à chaque fois que j'en faisais, donc c'était assez problématique. Et je me suis rappelé de mon père, quand je l'aidais à faire ses propres joints, qui lui ne faisait pas du tout ça, mais faisait ça avec des brosses plus souples, des brosses en plastique. Et donc je me suis dit, on va faire comme papa, il a forcément raison. Et cette méthode, elle a
deux avantages. La première, c'est qu'on n'est pas obligé d'attendre que ça soit sec pendant des heures, parce qu'avec la brosse métallique, il fallait vraiment que tout soit bien sec. Et donc en fait, c'est ce qu'on faisait, on posait tout l'enduit sur tout notre mur, on attendait 2-3 heures, et après on brossait tout l'enduit, et ça nous prenait 2 fois plus de temps. Sauf que maintenant, quand je fais ça, en fait, ce que je fais, c'est que en général, enfin ce que je faisais, parce que normalement les murs c'est terminé, et bien c'est que je posais toute une bétonnière. Et quand ma bétonnière, elle était finie d'être posée, je la brossais. Après, j'en reposais une autre, je rebrossais. Et ainsi de suite. Et comme ça, j'avançais dans mon mur. Déjà, c'est moins répétitif. Et surtout, c'est beaucoup plus facile. Parce que le joint, du coup, il va forcément avoir un petit peu séché. Parce que sinon, ça colle. Hein, on ne va pas se le cacher. Il faut que ce soit un petit peu sec. Que les pierres, elles aient un peu bu tout ça. Mais c'est surtout que du coup, ça s'enlève quand même beaucoup plus facilement. Il y a beaucoup moins besoin de frotter. Votre mur il est un petit peu sec, vous essayez à brosser avec, donc vous voyez c'est des poils, donc là c'est des poils synthétiques, hein, mais qui sont un petit peu durs, on appelle ça des brosses à chien-dent ici. Ça marche aussi avec des brosses de balai-brosse, vous voyez, donc vous essayez de brosser, et vous allez brosser en fait principalement sur le dessus des pierres. Et si vous voyez que tout colle à l'intérieur de la brosse, vous attendez un petit peu. Par contre si ça se détache et que vous voyez apparaître vos pierres, vous continuez à brosser, ainsi de suite. Et en fait vous allez dégager toutes les arêtes, enlevez le surplus que vous pouvez avoir à certains endroits. Si vous voyez qu'il y a des petits trous qui restent, vous reprenez un petit peu d'enduit, vous rebouchez, vous faites une petite rustine. Et vous faites ça sur tout votre mur. Et du coup, c'est beaucoup moins fatigant. J'ai eu aucune tendinite. Et on va pas se le cacher, c'est quand même très physique et très lassant. Mais on voit le résultat assez rapidement, quoi. Donc c'est pas mal. Alors, sur le brossage, il faut quand même être relativement vigilant. C'est-à-dire que si vous attendez trop, ça va être trop sec, ça va être très compliqué. Mais le temps de séchage va vachement dépendre des pierres qu'il y a dans votre mur. Vous voyez, ici, on a majoritairement des pierres qui sont calcaires. Et le calcaire est une pierre relativement poreuse. Et du coup, ça va avoir tendance à aspirer très rapidement l'humidité qui est contenue dans les joints. C'est-à-dire que quand vous allez mettre l'enduit, au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, vous allez déjà pouvoir brosser ces pierres-là, qui vont déjà avoir fait sécher en fait rapidement l'enduit qui aura été mis autour. Par contre ici, vous voyez, on avait un jambage en béton, et bien le béton c'est beaucoup moins poreux, ce qui fait que le joint qui était ici était relativement sec, mais celui qui était ici à côté du béton n'avait pas été imbibé, et du coup était vachement humide. Ce qui fait que des fois vous allez brosser, ça va être sec, et 20 cm après, ça va être un petit peu humide. On a eu également le problème, alors je vais vous en trouver, on va changer de façade. Du coup je remets mes lunettes. On a eu le problème également avec les silex. Chez nous, il y a beaucoup de murs qui comportent des silex, parce qu'en fait, ces pierres certainement étaient présentes dans les champs, et les gens qui construisaient les maisons utilisaient les pierres qui étaient disponibles. Et le silex, pareil, c'est pas du tout poreux, ce qui fait que quand on brossait, par exemple, au bord des pierres de taille ici, c'était tout à fait sec, mais dès qu'on était 20 cm après, ça n'était pas du tout. Donc, il faut jongler aussi un petit peu avec les pierres qui constituent le mur. Par contre, moi, ce que j'ai fait sur les derniers murs que j'ai réalisés, c'est qu'après avoir brossé toutes mes pierres, j'ai attendu une dizaine de minutes, 1/4 d'heure, et je suis revenue les brosser avec ma petite brosse souple. Pourquoi? Eh bien, c'est tout simplement parce que quand on brosse, on a tendance en fait à laisser des petits grains de sable qui vont rester fixés sur l'enduit. C'est pas bien méchant, mais en fait, quand ça sèche, vous voyez, ça va laisser des petites aspérités. Alors, je sais pas si vous allez vraiment les voir. Ça va laisser des petites aspérités. Et en fait, le fait de repasser 10 minutes, 1/4 d'heure après, pour repasser un très léger coup de brosse, eh ben, ça va permettre à ces petites aspérités de sécher en fait sur la surface de l'enduit et de tomber super facilement juste après. Ce qui fait que, en fait, après, votre surface, elle est super lisse et super bien réalisée. Je vais vous emmener voir. Regardez, alors, par exemple, ici, on n'a pas fait, c'est-à-dire qu'on a brossé la première fois, on est resté comme ça. Vous voyez, il y a tous les grains qui restent un petit peu accrochés ici, là. C'est pas terrible. Et ben, juste à côté, on a bien frotté juste après, et vous voyez, 10 minutes après, on a enlevé toutes les petites aspérités qu'il y a à la surface, et ça fait vachement plus lisse. Alors, ça enlève cet aspect granuleux. Alors après, chacun fait comme il l'entend, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que nous, du coup, on fait ça en 2 étapes, enfin en 3 étapes. On enduit, on fait un premier brossage,
Et ensuite, on fait un dernier brossage, mais juste comme un petit coup de chiffon sur une vitre. Pas plus compliqué que ça. Alors, je voulais vous faire part d'une dernière astuce qu'on a mis au point. Comme je vous disais, on a des murs qui sont à la fois calcaires et à la fois avec des silex à l'intérieur. Et c'est pas terrible parce que les silex chez nous, ils sont très colorés, ils sont un petit peu orange, gris, etc. Et vous voyez par exemple sur cette façade-là, on n'avait pas encore développé notre technique, ce qui fait que les pierres continuent d'être un petit peu colorées. En soi, c'est pas très gênant. D'ailleurs, ça fait partie de l'identité du mur. Vous voyez, il y a même des petits fossiles. Mais c'est plus joli pour nous, en ce qui nous concerne, quand le mur il est totalement blanc. Ça fait vraiment harmonieux. Et ce que j'ai développé sur les derniers murs, en fait, c'est au moment du brossage. C'est que je prends une de mes brosses, je la trempe dans l'eau, et je vais venir badigeonner avec l'enduit qui est dessus. Je vais venir badigeonner l'ensemble de la pierre qui est en silex pour la recouvrir d'un film d'enduit. Ce film-là, il ne va pas rester, c'est-à-dire que tous les petits bouts de sable, etc., on va les faire tomber au dernier brossage, mais par contre, ça va laisser une petite pellicule blanche. Et cette petite pellicule blanche, elle va avoir un petit peu comme fonction de peindre un peu la pierre et de la transformer en pierre tout à fait blanche. Alors, je vous donne un exemple. Ici, on ne l'a pas fait, vous voyez, le silex, il est tout à fait apparent. Il est un peu marron, un peu gris, bon, c'est pas tout à fait ce qu'on recherche. Et je vais vous emmener voir une autre pierre. Vous voyez, ça c'est pareil, c'est un silex ici. Mais on l'a badigeonné avec de l'enduit. Et en fait, la chaux va avoir pour conséquence de rendre blanc les pierres. Et vous voyez, à l'œil nu, on ne la distingue pas d'une pierre calcaire traditionnelle. Elle va être de la même teinte. Pourquoi? Parce que tout simplement, même s'il n'est pas poreux, le silex va bien fixer la chaux. Et vous voyez, on reconnaît vraiment à la forme, c'est des nez de chat, on appelle ça chez nous. C'est vraiment pas du tout une pierre calcaire, parce que le calcaire, il se coupe de façon plutôt droite. Donc ça, c'est un silex. Mais du coup, dans le mur, ça dénote pas. Voilà, donc c'était la petite astuce qui venait ponctuer ce petit tuto sur le jointage de mur. Bon, les petites infos complémentaires que je peux vous partager au sujet des jointages de nos façades, c'est deux choses. Allez, 3. Des fois, vous pouvez trouver des mauvaises surprises quand vous enlevez votre enduit ou vos joints. C'est-à-dire que par exemple, nous, sur notre façade en calcaire, on s'est retrouvé à avoir des briques à un endroit. C'était pas du tout prévu. Et en fait, j'ai fait un petit peu la technique que je vous expliquais pour les silex. C'est-à-dire que j'ai badigeonné mes briques avec de l'enduit, j'ai brossé et en fait, elles sont devenues un petit peu blanches. Et au final, ça se fond dans la masse et les gens qui ne le savent pas ne se rendent pas forcément compte qu'il y a des briques. C'est pas grand-chose, c'est des petits bandeaux. Mais bon, du coup, ça permet de masquer pas mal de choses, l'enduit. L'enduit, par exemple, il va aussi vous permettre de masquer des choses qui sont en béton. À l'image, par exemple, de ce jambage, vous voyez, qui est en haut. En fait, c'était un gros coffrage bien dégueulasse. Et je l'ai badigeonné, tout simplement. J'ai fait quelque chose qui était le plus plat possible. Et ma foi, quand on est de loin, ça fait toujours mieux que ce qui était avant. Il faut vraiment se dire, est-ce que c'était mieux avant? Là, je vous le dis, c'était pas mieux avant. Pas du tout. Alors, je suis consciente qu'il n'y a pas beaucoup de bois, mais vous allez voir quand même qu'il y a un lien. Parce qu'en fait, sur cette porte double qui est ici, on a masqué un jambage béton là, qui était au-dessus de la porte. Et bientôt, l'idée, c'est de faire un petit auvent, de manière à ce que quand il pleut, les gens qui veulent rentrer, trouver leurs clés, etc., mettre leurs chaussures, ne soient pas forcément mouillés. Donc dans un des prochains projets, ce que je vais tenter de faire, c'est un petit auvent en bois. Voilà, avec peut-être certainement quelques tuiles ou des plaques ondulées, je vais vérifier, je vais voir ça. Et donc je viendrai le fixer sur ce magnifique mur blanc que du coup vous connaîtrez déjà. Donc si vous voulez voir la construction du auvent dans les semaines, les mois à venir, parce que voilà, je vais reprendre le travail aussi, donc je ne sais pas quand est-ce que je vais vraiment pouvoir le faire. Ça va être un chantier qui va se faire progressivement comme tous les autres. Eh bien, vous cliquez sur le petit logo qui est en bas à droite de votre écran, là, le logo Copo & Co pour vous abonner. Comme ça, si ce n'est pas déjà fait, vous recevrez la notification des prochains projets, à l'image de ce auvent. D'étagères aussi que je vais faire. J'ai un projet de meubles dans mon entrée aussi. Donc comme ça, vous serez informés de tout. Un grand merci à vous pour avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à la partager avec vos amis si eux aussi peuvent y trouver des infos intéressantes. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et surtout à très bientôt sur Copo & Co.